Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Où va la Turquie? Que fait l'Europe? C'est les questions qu'on va se poser un petit peu avec vous. Jean-Paul Dedano, vous êtes député socialiste et démocrate, SCD. José Bové, vous êtes député des Verts, Alliance Libre Europe. Et Patrick Le Yarrick, Gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. Merci à vous, bien sûr, d'être autour de ce plateau. Alors, bon, c'est pas la première fois qu'on parle de la Turquie au Parlement européen. Si la question revient spécialement là maintenant, c'est qu'évidemment, les atteintes à l'état de droit et le développement de la répression vont crescendo à l'heure actuelle en Turquie. Ça prend des proportions de plus en plus inquiétantes et qui semblent inquiéter de plus en plus les opinions européennes. Il y a de plus en plus à l'heure actuelle en Europe de manifestations, de débats, de prises de position, de mobilisation autour de la Turquie, de ce qui se passe en Turquie. Je vous propose peut-être, on sait déjà un certain nombre de choses, mais d'essayer de décrire la situation actuelle et ce qui, en ce point d'actualité-là, par rapport à ce qui a pu se passer il y a encore quelques semaines, vous préoccupe tout particulièrement. Est-ce que vous voulez commencer là-dessus, Jean-Paul Dedano? Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, maintenant, en Turquie? C'est la montée du dictateur. Moi, je me souviens avoir été en Tunisie il y a quelques années et je voyais les affiches 4x3 de Ben Ali. Je vois la même chose en Turquie aujourd'hui. Donc, je m'interroge sur la façon dont la démocratie fonctionne. Parce que c'est une démocratie qui s'appuie sur un personnage, j'ai envie de dire une personne, et qui aujourd'hui est assez peu fréquentable, il faut le dire très clairement, puisque c'est quelqu'un qui s'assoit sur les éléments de droit, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à emprisonner jusqu'à des députés. Ça, c'est quand même extrêmement douloureux pour la démocratie, qui a emprisonné des profs d'université, qui sont venus me voir d'ailleurs à plusieurs reprises, parce que je fais partie des amitiés UE-Turquie, et on vient me voir en disant, voilà, ce qui se passe là-bas, c'est inimaginable. Et les gens me disent, mais on ne peut même pas revenir en Turquie, parce que si on y revient, on va rester en prison. Donc ils essaient de mener le combat de l'extérieur. De l'Union européenne, ils mènent le combat contre Erdogan, qui aujourd'hui a défié toutes les lois de la démocratie. Il faut qu'aujourd'hui l'Union européenne, et je pense qu'il y a un rapport qui arrive demain au vote, l'Union européenne prenne conscience et prenne ses responsabilités de façon très forte. On va en reparler, bien sûr. Cette montée qu'il faut bien appeler un dictateur. Ce qui semble étonnant, José Bové, c'est que finalement, on n'a pas l'impression que sur place, alors on connaît toutes les atteintes qu'on vient d'évoquer ici, atteintes à la liberté de la presse, magistrats emprisonnés, journalistes, fonctionnaires, etc., police, armée, et évidemment les députés kurdes, on vient de le dire, les députés kurdes qui ont été destitués d'abord et mis en prison pour un certain nombre d'entre eux depuis. On a l'impression que, effectivement, ça ne s'arrête pas. Et si on regarde même la situation des quelques jours précédents, on voit par exemple que la destitution des maires des villes kurdes du sud-est de l'Anatolie, continue de plus belle. C'est-à-dire on a l'impression que la machine est en route et que Erdogan et son gouvernement de l'AKP n'ont pas l'intention de s'arrêter. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que, moi je suis complètement d'accord, on est sur un processus aujourd'hui d'Erdogan qui est un processus dictatorial. D'ailleurs, il veut le transformer de manière constitutionnelle en devenant président. Ça sera intéressant de voir quelle terme de présidence, parce que là, on arrive vraiment à un système où il n'y aura plus de contre-pouvoir, il n'y a plus d'opposition possible. Et je dirais qu'aujourd'hui, tout ce qui ne va pas dans son sens est délégitimé et complètement balayé. La seule fois où il a été obligé de reculer, et ça c'est quand même formidable, et c'est quand même à mettre au crédit de ceux qui ont pu descendre dans la rue, c'est sur la loi sur le viol, sur la possibilité pour les hommes qui avaient violé une jeune fille de pouvoir se marier ensuite avec elle. C'est terrifiant. Et il y a eu une mobilisation des femmes qui a eu un vrai courage et qui a fait reculer Erdogan pour la première fois. Reculer provisoirement, parce qu'ils viennent d'annoncer qu'ils ont un nouveau projet de loi à remettre sur le service. N'empêche que ça a été une mobilisation qui est jouée. Mais quand on voit la situation économique de ce pays, la situation sociale, les gens, pour sortir dans la rue, c'est pas évident aujourd'hui. Il y a eu des répressions absolument incroyables. Quand on pense qu'il y a encore quelques années, je pense à ce qui s'est passé à Istanbul, des grandes mobilisations extraordinaires pour défendre les places
par rapport à la destruction architecturale du centre d'Istanbul uniquement pour des histoires de business, il y a eu des possibilités de mobilisation. Aujourd'hui, avec la répression qui s'est abattue à tous les niveaux, tout est fait pour que les gens ne puissent plus s'en sortir. Et effectivement, au Kurdistan, très peu d'images arrivent, parce qu'évidemment, là aussi, tout est contrôlé. Il n'y a plus de journaux d'opposition, donc c'est facile. Les télés sont contrôlées, et la répression dans les villes est absolument abominable. Et donc, ils sont en train de revivre les pires heures qu'ils ont connues il y a déjà une dizaine d'années au Kurdistan, ou un peu plus, 15-20 ans, où déjà les députés avaient été emprisonnés. Mais là, on passe à un niveau encore plus important. En plus, Patrick Le Yarrick, où il est difficile à l'intérieur même du pays, ça commence à devenir difficile d'avoir des vraies informations. Can Dündar, qui est en France à l'heure actuelle et qu'on a tous vu et entendu, avec qui on a parlé les uns et les autres au cours des semaines précédentes, disait qu'en réalité, il y a plus, tous les médias sont maintenant complètement bouclés, il n'y a plus de médias indépendants pratiquement à l'heure actuelle en Turquie, et donc il est très difficile pour les gens de savoir exactement ce qui se passe en dehors de la voix officielle qui est transmise par les médias qui restent encore, la voix de l'AKP et de Erdogan. Ça aussi c'est très dangereux finalement. C'est une guerre, c'est un des temps forts de cette guerre. Oui, le but c'est de les isoler. Dès lors qu'on n'a pas tous la même information, on ne peut pas se rassembler, on est chacun de ce côté. De ce point de vue, il y a des choses qui pourraient être faites quand même. Là, on a une radio qui émettait, une télé qui émettait d'ici en Turquie ne peut plus le faire parce qu'on a coupé le système Eutelsat. Eutelsat est sur notre territoire, donc on pourrait rebrancher ça et créer les conditions au moins de percer un petit peu le mur du silence. Mais au fond, il faut réclamer la libération des journalistes et la reparution des journaux. Il faudrait obtenir ici qu'une délégation pluraliste du Parlement européen puisse se rendre sur place, aller rencontrer les élus qui sont emprisonnés, ceux qui ont été destitués, les journalistes, y compris. Je crois que le service de la haute représentante pour l'Union européenne devrait se mettre à la disposition de celles et ceux qui aujourd'hui ne réclament que la démocratie pour les aider, pour leur porter, y compris une aide juridique là où c'est nécessaire. Ça semble déjà de plus en plus difficile dans le pays, puisque même les députés, les maires et commères, puisqu'il y a toujours deux maires dans les villes kurdes, un homme et une femme à co-responsabilité de la ville, même eux, leurs avocats ont à l'heure actuelle énormément de mal à aller les voir, à aller les rencontrer. C'est pire que ça, c'est que il a été proposé une délégation du Parlement européen. Mais Erdogan, l'émissaire de Erdogan, a répondu au président du Parlement européen qu'il ne tolérerait qu'un membre choisi du Parlement européen, qui n'est pas de nos amis, de aucun de nous ici, loin de là. Et donc il refuse toujours cette discussion. Moi je crois que nous devons nous battre jusqu'au bout pour que ça puisse se réaliser. Rappelons que la Turquie est membre du Conseil de l'Europe, dans lequel il y a 47 pays, et elle est tenue par la Convention des droits de l'homme. Donc il ne faut pas lâcher là. J'allais dire pour moins que ça, mes amis ne seront pas d'accord avec moi, mais pour en tout cas des choses similaires, il y a des pays aujourd'hui qui sont victimes d'un blocus. Et qui intervient dans le Conseil de l'Europe, disons-le. Les représentants de la Turquie parlent à l'heure actuelle. Le Conseil de l'Europe qui est juste à côté ici, ils parlent régulièrement. Mais comment est-ce que vous caractériseriez, Jean-Paul Denelot, justement cette glissade d'Erdogan c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire les mots qui permettraient de désigner ce régime à l'heure actuelle? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une montée dictatoriale. Moi, je l'ai vécu en Turquie, puisque je suis allé avec la commission budget en Turquie il y a 6 mois pour regarder un peu comment se mettait en place l'accueil des réfugiés en Turquie. Et on a rencontré toutes les autorités turques. On a rencontré à Ankara essentiellement, y compris le Premier ministre. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, il y avait la voix d'Erdogan derrière tous ceux qui parlaient, quoi. C'est-à-dire qu'il a créé un réseau qui fait qu'il n'y a plus qu'une seule voix, celle d'Erdogan, y compris dans les instances officielles. Il n'y a qu'à l'Assemblée nationale turque, où on est allé, qu'il y a eu un vrai débat, mais un débat très très musclé entre l'AKP et l'HDP,
qui a fait qu'on a regardé passer les balles au-dessus de nos têtes, mais on a compris que ça ne durerait pas très longtemps, quoi, parce qu'il y avait une vraie expression démocratique, vous voyez, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, cette expression démocratique, elle n'est plus possible, parce que les uns ont été éjectés ou en prison. Donc c'est ça, la vraie situation en Turquie aujourd'hui, c'est qu'il y a une montée en gamme du processus dictatorial. Avec cette conséquence qui n'est cachée par personne, d'ailleurs, qu'une situation de ce type, suite à ce que vous décrivez, c'est-à-dire plus de possibilités en réalité d'expression démocratique à l'intérieur des institutions, notamment du Parlement pour un certain nombre de groupes, on parle du HDP bien sûr, mais d'autres éventuellement, si ça c'est plus possible, le HDP est en train de dire à mi-voix à l'heure actuelle qu'il va bien falloir trouver d'autres solutions pour pouvoir s'exprimer. Et on est en train de créer les conditions d'une espèce de guerre civile larvée. Il y a effectivement un risque. C'est pour ça qu'il faut absolument réintroduire la liberté de la presse. Hein. Lorsque nous sommes allés en Turquie, on a eu quelques comptes rendus de notre visite. C'était des comptes rendus extrêmement contrôlés par la presse officielle. Donc ça, c'est plus possible d'accepter ça. Il faut aujourd'hui que la pluralité des idées puisse se mettre en œuvre en Turquie. C'est une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tricher avec ça. Il faut être clair. D'autant que, je me tourne vers vous, José Bové, d'autant que l'argument qui a été avancé dès le 15 juillet, à la suite du coup d'État manqué du groupe Gülen, par Erdogan, a été de dire il faut bien que l'État se défende. Rappelons quand même une chose, c'est que tous les groupes politiques, notamment les groupes politiques au Parlement, ont condamné cette tentative de coup d'État immédiatement. Cette thèse selon laquelle ce qui se passe à l'heure actuelle serait destiné à rétablir un État de droit normal, elle tient plus, on sent bien qu'il s'est effondré aujourd'hui. Même à se demander si le Erdogan n'était pas parfaitement au courant et s'il n'a pas d'une manière ou d'une autre facilité. C'est un cadeau de Dieu, il a dit en tout cas. Voilà, ce coup d'État. Donc je le dis de manière un peu diplomatique, mais en gros, la ficelle est grosse. Et elle apparaît grosse a posteriori. C'est-à-dire, effectivement, il s'est servi de ce coup d'État. D'autres régimes ont fait la même chose pour... Alors, on ne va pas faire des parallèles qui sont scabreux, mais on se rappelle de l'incendie du Parlement, du Reichstag à Berlin, qui est le signal pour arrêter toute possibilité démocratique et de contestation. Alors, on n'est pas dans la même histoire, donc c'est pour ça, il ne faut pas faire des parallèles, mais c'est pour dire que là, on a une instrumentalisation. Moi, je me rappelle des années, il y a quelques années encore, on espérait à une évolution démocratique. Moi, j'ai participé à la discussion avec les Kurdes, tout le débat qui était en train de se construire pour créer une nouvelle dynamique à l'intérieur de la Turquie. Est-ce qu'on allait vers un État fédéral ou pas, une reconnaissance d'une certaine forme d'autonomie? Il y avait ce débat. Quand on allait à Diyarbakir, dans la capitale du Kurdistan en Turquie, on avait vraiment une dynamique, les gens attendaient ça. Le maire de Diyarbakir était le responsable de la Ligue des droits de l'homme. Il y avait des choses extraordinaires. Et il y avait, je me rappelle, je suis allé au Nevroz, qui est la grande fête nationale kurde, qui est faite le printemps, où on fait des grands feux sur les places. 1 million de personnes pour une fête culturelle de ce type-là, parce que les gens avaient un espoir. Et là, aujourd'hui, tout est anéanti. Les négociations ont été arrêtées par Erdogan. Tout a été arrêté. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, on est parti à zéro. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que Erdogan ne supporte pas les Kurdes. C'est vrai que là, pour lui, c'est quelque chose, on a l'impression qu'il est complètement scotché sur ça. Et que ce qui se passe en Syrie, en Irak, pour lui, évidemment, c'est un risque. Donc quand on voit que sa forme de soutien ou de lutte contre Bachar al-Assad est dictée uniquement par des questions de géostratégie pour pas que les Kurdes s'implantent à tel endroit ou tel endroit, parce que chaque fois qu'on parle des Kurdes dans la résistance contre la dictature en Syrie, eh bien c'est insupportable pour lui, et donc il faut aller cogner d'abord les Kurdes avant de libérer les citoyens qui sont pris au piège de la guerre. Parlons-en peut-être avec vous, Patrick Le Yarrick, de cette question kurde, effectivement, parce que on dit assez facilement et assez rapidement, j'allais dire que la HDP, par exemple, c'est un parti kurde, mais c'est aussi un parti qui, avant tout, aujourd'hui, est le représentant des défenseurs de la démocratie. Tout simplement, il y a tout de même ces deux facettes à l'heure actuelle d'un parti comme le HDP, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le mot kurde recoupe bien entendu des revendications qui peuvent être des revendications d'autonomie territoriale, etc., liées à une communauté, à la présence de la population kurde sur 3 pays de la région, mais c'est lié aussi
à une véritable volonté, un désir démocratique dans le pays. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu les Kurdes qui portent. Aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls, bien sûr, mais on parlait tout à l'heure des journalistes, etc. Mais ce sont eux qui, à l'heure actuelle, portent peut-être la forme politique la plus élaborée, la plus complète de la démocratie dans le pays. Sachant que la question kurde est une question qui ne date pas d'hier en Turquie, bien entendu. Ah oui, d'ailleurs, ils ont des expériences politiques et même de mise en œuvre politique dans des municipalités, dans des provinces qui sont très intéressantes. L'expérience du Rojava, par exemple, est très intéressante. Ils portent en acte la question de la prise de responsabilité des femmes, de l'égalité des femmes. Donc, ils sont effectivement très avancés. Et ça, comparé à ce qui se fait et se dit aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Mais le HDP est un parti des forces démocratiques de l'ensemble de la Turquie. Et donc, qui progressait régulièrement. D'ailleurs, c'est pour stopper sa progression aussi que pendant un temps, il a été tenté de changer la Constitution par une voie un peu douce, et maintenant on va la changer à la faveur de ce coup d'État du mois de juillet. Donc c'est bien un projet politique qui vise à ce que dit le prix Nobel Pamuk. Il dit on est en train d'instituer un régime de la terreur. Et c'est quand même ça qui est en train de se produire. Et évidemment, il y a la question kurde. Mais nous portons, enfin les institutions européennes portent aussi leur part de responsabilité. Au plus fort des combats des Kurdes contre Daesh, on a très peu apporté de soutien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des paroles, mais il y a eu insuffisamment de soutien. Il n'a pas été produit d'actes, par exemple, pour sortir le Parti du travail kurde de la liste dite des Noirs, des terroristes. Alors que c'est eux qui étaient en avant contre Daesh. C'est eux qui libéraient des villes, qui continuent de libérer. C'est eux qu'on a emmenés encore, ben là c'est sur un autre terrain, mais c'est eux aujourd'hui qu'on a emmenés en avant à Mossoul. Alors comment ils peuvent aller se faire trouer la peau et ils n'auraient pas les droits démocratiques? Il y a quelque chose là qui ne va pas. Et il y a vraisemblablement insuffisance de soutien de la part des institutions européennes et même chacun de nos pays, je pense. D'autant on pourrait dire que la position d'Erdogan, par ailleurs, et on parlait, c'est vous qui parliez à l'instant de la lutte contre Daesh, est loin d'être claire. On rappelle que c'est quand même le casus belli avec Can Dündar et avec Cumhuriyet, le journal dont il était rédacteur en chef. C'est pas tout à fait un hasard si l'emprisonnement de Can Dündar, puis maintenant des autres rédacteurs en chef, des journalistes, etc., est lié à cette histoire de découverte par des journalistes de la collusion, enfin du cas du fait qu'on aurait emmené des armes, que la Turquie aurait emmené des armes en direction des groupes de Daesh. Il y a aussi cet ensemble, cette situation géostratégique de la Turquie complexe à cet endroit-là et du jeu très trouble que joue Erdogan à l'heure actuelle dans cette région. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il joue des jeux différents suivant ses propres intérêts. Donc, il est capable de s'allier tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. C'était un ennemi juré de la Russie, maintenant, ça devient le meilleur ami de Poutine. Donc, il faut... Pour l'instant, oui. Pour l'instant, ça ne va pas durer, peut-être, mais il faut constater, en tout cas, ce processus qui est le sien de trouver les alliés en fonction des circonstances, parce que c'est ça sa façon de procéder, c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne serait bien inspirée de parler fort. Alors l'Union européenne est aujourd'hui un peu scotchée par la question des migrants, il faut dire les choses comme elles sont. Et Mme Merkel a joué un très mauvais rôle, je le dis très clairement, sur ce deal relatif aux migrants qui a piégé un peu l'Europe par rapport à la Turquie. Je pense qu'il faut effectivement aujourd'hui revenir derrière. Il faut trouver des solutions pour faire en sorte que les migrants, on les aide plutôt à s'installer en Grèce, en Turquie, en Italie et en Europe, plutôt que de dealer avec Erdogan. C'est pas possible de dealer avec ce dictateur-là.
Alors on va y revenir parce que ça c'est évidemment un point central à l'heure actuelle. Il y a clairement un chantage qui est effectué par Erdogan en direction de l'Europe avec ce qu'il appelle le robinet à migrants, bien entendu. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a eu un débat ici au Parlement européen hier, mardi, il y a eu un débat effectivement sur la situation en Turquie. Vous disiez que, bon, comment l'avez-vous jugé ce débat ? Qu'est-ce que vous en avez retenu finalement de cette espèce, on va dire, de cette espèce d'unanimisme un peu général, mais qui n'a pas donné non plus un résultat extraordinaire au bout du compte? Oui, effectivement, il y a quand même un unanimisme, on va dire, pas unanimité quand même, du Parlement sur la façon de voir le fonctionnement d'Erdogan. Je crois que de ce côté-là, il y a une très large majorité qui constate les dégâts et qui n'accepte pas ce qui se passe. Mais derrière, il y a quand même tous les problèmes géostratégiques que vous évoquez tout à l'heure. Et c'est vrai que la Turquie a une position géostratégique tout à fait exceptionnelle. C'est un grand pays, c'est 80 millions d'habitants. Et vous avez vu qu'Erdogan commence à se dire, moi je m'éloigne de l'Union européenne et je vais plutôt travailler avec l'Extrême-Orient, avec la Chine et les autres. C'est un des dangers de l'opération. Il faut que l'Union européenne soit capable à la fois de garder ses distances, mais de faire en sorte qu'il ne s'échappe pas non plus de l'autre côté, qui crée d'autres problèmes géostratégiques. Alors, l'Union européenne, le Parlement européen, plus exactement, va voter très certainement demain le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est un peu ce qui est sorti du débat d'hier. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement ? Je pense qu'on ne peut pas, au niveau du Parlement, avoir deux poids, deux mesures au niveau de l'Union européenne. On a eu des atteintes sur un certain nombre de pays extérieurs à l'Union européenne qui ont amené à des sanctions. Ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé en Crimée, a amené à des prises de position par l'Union européenne claires de dire on met des sanctions et on se met dans un rapport de force pour faire revenir l'état de droit. Que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, j'en sais rien, mais en tout état de cause, il y a eu quelque chose qui a été mis en place pour le respect du droit international et ça me paraît légitime et justifié. Pour autant, moi je sens au niveau de l'Union européenne des tergiversations par rapport à Erdogan. C'est-à-dire ce que certains disent par rapport à Poutine, ils ne veulent surtout pas le dire par rapport à Erdogan. À un moment, si on commence à faire de la politique à géométrie variable de cette manière-là, parce que voilà, on a une épée de Damoclès et on ne veut pas accueillir les réfugiés, donc on paye Erdogan, le dictateur, pour mettre des barrières pour empêcher les réfugiés de vouloir venir en Europe, et donc en contrepartie de quoi on le laisse faire à peu près ce qu'il veut chez lui, à un moment je dis ça suffit. Donc moi je fais partie de ceux, mais je sais que dans mon groupe je ne suis pas majoritaire, qui dit il ne suffit pas de geler les négociations. À un moment il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui tu ne respectes plus, on ne peut pas continuer à négocier de cette manière-là. Alors il faut le faire de manière intelligente, pour pas que ça soit vu par le peuple turc avec qui on est solidaire, comme un rejet, parce que si demain tout est bloqué, il faudra passer par un vote du Conseil, dont il faudra une majorité qualifiée pour redémarrer. Et on sait bien ce que ça veut dire dans le climat actuel. Donc on est coincé d'un côté par la frilosité des États et souvent leur incohérence, et en même temps par la nécessité de faire respecter le droit. Pas simplement le droit international, mais le droit des citoyens, parce que quand même sur les réfugiés, on bafoue toutes les règles du droit international. Normalement, chaque cas est un cas individuel. Or là, on parque les réfugiés et ils n'ont pas le droit de circuler et de faire valoir leurs droits individuellement. Ça, à un moment, ça devient du grand n'importe quoi. La peine de mort, est-ce qu'on va accepter que la peine de mort, si elle revient à l'interdiction 2 fois, à un moment, ça va, quoi. Le peuple kurde, on n'écrase pas des territoires et des peuples, on ne nie pas l'existence de ces peuples, ça commence à bien faire. Donc je pense qu'il faut être le plus ferme possible, tout en évitant ce piège qui est tendu, qui est celui de l'arrêt qui amène l'obligation de réouvrir au niveau du Conseil une décision. Vous seriez d'accord, Patrick Léhéric, pour dire ça, que le débat, enfin, cette décision de geler, comme on dit, les négociations d'adhésion, sachant que, bon,
personne n'est dupe. L'adhésion de la Turquie, il n'y a pas non plus une majorité en Europe à l'heure actuelle, y compris au Parlement, pour dire que ça va se faire prochainement. Donc, est-ce que Justement, ça c'est une question très importante et délicate. Oui, apporter une réponse à cela mérite, comme dit José, un peu de tout sous-peser. Parce que peut-être qu'on peut envisager une graduation dans les sanctions, dans les paroles, dans les menaces, puis dans les sanctions effectives, par exemple sur la question commerciale. Nos entreprises européennes qui sont basées en Turquie, comment se comportent-elles et que leur disons-nous ? Sur la question du gel et de l'arrêt même des négociations avec la Turquie, est-ce que qui est une méthode, qui est un moyen de pression, mais est-ce que de l'autre côté, ça ne conduit pas à pousser la Turquie justement vers l'endroit où elle veut aller, c'est-à-dire cette reconfiguration, ce nouveau sultanat qui s'allie avec les Russes d'un côté, mais les négociations qui avec d'autres pays arabes de l'autre et pas les plus fréquentables. Et la semaine dernière dans l'Humanité, Can Dündar, lui, il mettait un peu en garde sur le fait de, justement, maintenir les relations. Il dit, évidemment, je comprends bien que vous cherchiez des moyens de faire bouger la situation, mais dans ces moyens-là, méfiez-vous que ce que vous allez décider ne soit pas contre-productif. Et donc, c'est une question délicate. Moi, je penche un peu la thèse de José pour le gel, et puis à d'autres moments, je me dis quelle est l'efficacité, quoi. Et le HDP nous dit la même chose. Les délégations du HDP qu'on voit nous disent la même chose. Revenons sur cette question du chantage aux réfugiés et de se débarrasser de cette question-là. C'était là pour ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Paul Delano. Est-ce que ça, c'est pas quand même une vraie bonne idée de dire aujourd'hui, libérons-nous de cette épée aussi de Damoclès que Erdogan met sur la tête de l'Europe depuis que l'accord a été signé. L'Europe l'a signé, on n'a pas été obligé de le signer. Est-ce qu'y revenir, mais y revenir aujourd'hui, ça veut dire avoir une position effectivement politique forte qui consiste à dire les réfugiés, c'est notre problème à nous, Europe, donc il faut repartir à zéro et régler la question au niveau de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas une piste quand même, ça, à l'heure actuelle ? Écoute, politiquement, je dis oui. Moralement, je dis oui. Sauf qu'on aura, et là, il ne faut pas être naïf, ni une majorité du Parlement, et encore moins des gouvernements actuellement en place au niveau européen. Parce que je rappelle quand même qu'on a quelques élections dans différents pays européens, l'Autriche, la France, l'Allemagne, etc. On le fait avec des flux de réfugiés. Qu'est-ce que ça va donner politiquement ? Tout le monde le sait bien. C'est-à-dire que ça va servir, ces réfugiés qui seront légitimes à venir et à être accueillis, vont servir de bouc émissaire sur la montée de populisme et de rejet des autres. Alors, il y a un moment, il va falloir le voir, ça, cette histoire. Donc, en tous les cas, ça monte à l'heure actuelle, donc, cette nous, question. Nous, on peut être favorable à ça. Et moi, je dis, il ne faut pas qu'on demande à Erdogan de bloquer. Il faut qu'on assume des responsabilités parce que c'est notre responsabilité historique en tant qu'Europe. Avec ce qu'on a vécu dans le passé, dans l'histoire, on a une responsabilité morale. Et si on ne le fait pas, on n'assume pas notre histoire. Pour autant, il ne faut pas être naïf sur les conséquences aussi que sera, parce que l'instrumentalisation aujourd'hui va être insupportable par rapport à ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Le Yarrick, de ça, de cette question de la réactualisation de cette question des réfugiés à la lumière de ce qui se passe à l'heure actuelle en Turquie ? Et voilà, on est, même la commissaire hier le disait assez banalement, j'allais dire, mais ça correspond à une réalité. On est arrivé à un point quand même, avec la Turquie, un point quand même de limite rupture, quoi. Donc ça remet un peu les choses en cours. De toute façon, le système de l'accord, là, tel qu'il a été conçu, est totalement inacceptable. D'un autre côté, il faut que des mouvements, des syndicats, des associations, les forces progressistes dans l'Union européenne se battent plus pour expliquer, pour montrer la cause de ce mouvement des réfugiés et des migrants aujourd'hui, et qui risque de malheureusement durer, agir à la fois pour créer les conditions d'une paix
durable, en tout cas d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Ce n'est pas à l'horizon, mais en tout cas, on ne peut pas résoudre les inconvénients là, qui sont évoqués et qu'on voit bien un peu partout sans mener un combat des explications politiques. Moi, je vois que ce qui se passe en France, quand même, est de ce point de vue intéressant. Le démantèlement de la jungle de Calais et la répartition de réfugiés telle que le fait le gouvernement français n'a pas provoqué ce que certains avaient prédit, c'est-à-dire des manifestations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des oppositions, mais globalement, ça se passe assez bien et les populations dans tous les départements accueillent bien, ce qui veut dire que dans le peuple français, il y a une générosité, il y a la volonté de solidarité. On peut l'obtenir, comme en Allemagne également. Jean-Paul Dadano, est-ce qu'on n'en arrive pas à dire là, que finalement cette question qui est posée à l'Europe par la Turquie, ça devient finalement un point central, presque un nœud politique à partir duquel est reposée la question de la capacité de l'Europe en matière de politique étrangère, tout simplement. Oui. Est-ce que ce n'est pas un truc central, ça? Bien sûr, c'est un truc central, mais il faut qu'on ait un peu de courage politique, je crois, en Europe et dans les pays européens, sur cette question d'immigration et sur la question, effectivement, des relations avec la Turquie. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faut le tenir un peu avec l'élastique, hein. Il ne faut pas le laisser partir non plus, mais il faut aussi poser quand même aujourd'hui un certain nombre de limites. Et donc lorsque j'étais en Turquie, on a rencontré beaucoup les ONG qui s'occupent de l'accueil des réfugiés et qui font un travail tout à fait extraordinaire. Mais c'était déjà il y a quelques mois, donc on n'en était pas à ce stade-là. Et ils nous disaient ce qu'il faut faire aujourd'hui pour obliger Erdogan à réfléchir à ces questions, c'est déclencher les articles 23 et 24 du processus d'adhésion sur justice et liberté. Moi, j'étais tout à fait partisan de ça, mais ça pose un autre problème, parce qu'il y a le problème chypriote qui est derrière, donc c'est extrêmement compliqué, mais c'était ça qu'il fallait faire, c'est-à-dire obliger Erdogan à poser sur la table les questions de justice et de liberté. Et là, on aurait eu une arme assez forte pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Vous diriez ça, José, juste une petite seconde, tribunal, la Turquie, tribunal un peu de l'Europe en matière de politique étrangère aujourd'hui, en tous les cas, question centrale pour sa capacité à aborder ces questions actuelles, contemporaines. Tout à l'heure, on faisait allusion au fait que la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe. À partir de là, le tribunal des droits de l'homme européen est tout à fait à même de juger la situation en Turquie. Donc moi je pense qu'il faut qu'on voit avec les gens qui ont été emprisonnés, avec les gens qui ont été exclus, avec tous les gens qui sont aujourd'hui poursuivis, comment on peut traduire le régime d'Erdogan devant les tribunaux compétents pour pouvoir dénoncer, et que ce soit fait au nom du droit auquel il est obligé de se soumettre. Alors c'est vrai que c'est un processus long, mais il y a un moment où tous les outils doivent être utilisés. Et si on ne le fait pas, eh bien ces outils deviennent dérisoires. Juste une petite seconde, Patrick, avant de terminer, parce que je sais que vous avez tous des rendez-vous. On sent un mouvement quand même en Europe, au-delà de la France, on en parlait tout à l'heure, un mouvement progressiste quand même pour que quelque chose se passe en Turquie qui soit de nature à redonner un peu Il y a d'abord des mouvements dans les villes, il y en a eu à Strasbourg, il y en a eu à Paris, il y en a un petit peu... En Allemagne, à Cologne, etc. Bruxelles, il y a une beaucoup de villes européennes. Ouais. Il y a des rapports entre le HDP et les forces progressistes ici au Parlement européen et dans les pays européens eux-mêmes. Donc la situation, elle a bougé un petit peu depuis septembre, mais... selon moi, elle bouge insuffisamment vite. Oui, il y a insuffisamment d'informations partagées et insuffisamment de gens aujourd'hui mobilisés de ce côté-là. On a connu pour d'autres situations similaires des mouvements plus puissants, mais peut-être que ça viendra. Voilà, merci en tous les cas à vous d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous qui nous avez suivis. Et puis ne manquez pas l'autre débat à suivre sur le site de humanité.fr. Il concerne l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Quelles conséquences pour l'Europe? Merci à vous, au revoir.